Alors, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, on va voir ensemble les techniques de growth hacking pour accélérer vos actions de lead generation. Donc, comment faire pour avoir plus de prospects. Alors, c'est en fait des questions qu'on me pose le plus souvent. C'est comment avoir plus de leads, comment améliorer l'efficacité de mes actions marketing, etc., etc. Alors ça, bien sûr, c'est bien sûr essentiel d'aller chercher des nouveaux clients. N'oubliez pas quand même de fidéliser, puisqu'en fait, prospecter et trouver un nouveau client, ça sera toujours beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que fidéliser. Néanmoins, vous savez comme moi qu'il y a de l'attrition, des clients qui vous quittent, soit liés au produit, soit une attrition naturelle. Donc oui, il faut toujours aller chercher de nouveaux prospects. Alors déjà un petit rappel, les piliers d'une bonne stratégie de lead gen. Alors de la lead gen, comme je disais, c'est lead génération, hein, c'est aller trouver de nouveaux prospects parce qu'en fait dans le B2B et pas dans le B2C, hein, dans le B2C généralement on va pas faire de la lead génération, on va essayer de générer des ventes directement vers un site e-commerce, etc. Dans le B2B en fait on cherche pas forcément à vendre, on cherche à recruter des prospects et à ensuite faire maturer un petit peu ses besoins, et quand la personne a avancé dans son cycle de vente et qu'on a réussi justement à accélérer le cycle de vente et à être reconnu comme des solutions de qualité sur son marché pour résoudre le problème, et ben en fait là on passe à la commande. Donc c'est vraiment une grosse différence entre le B2C où on va directement commander, donc c'est pas vraiment de la lead generation parce qu'on va plutôt générer des prospects de la vente, et le B2B où on va acquérir un prospect, l'envoyer dans une base de données et le contacter le contacter de manière régulière par différents canaux. Voilà. Donc, ce qui est vraiment important à retenir, et ça c'est une chose essentielle, c'est pas forcément toujours plus de prospects qu'il faut. Souvent, les gens qui me disent je veux plus de leads, je veux plus de leads, en fait, ce qui est la bonne question, c'est je veux plus de leads de qualité. Il faut vraiment viser la qualité avant le volume, et ça c'est essentiel parce que si on a des étudiants, des personnes qui sont hors cible, des gens qui vivent à l'étranger, alors qu'on a une solution française, ben forcément ça sert à rien d'aller chercher toujours plus loin. Il vaut mieux en fait se concentrer sur avoir des prospects de meilleure qualité, de centrer ses actions. Par exemple, en fait, si vous multipliez par 10 le nombre de nouveaux prospects, mais que 1 sur 100 uniquement commande, en fait, on va perdre son temps à qualifier les prospects. Moi, j'ai toujours entendu dire par les commerciaux avec qui j'ai travaillé dans différentes entreprises, si on leur donne trop de leads, à la fin ils disent non mais il y a trop de leads, non mais c'est pas des vrais leads, non mais les prospects ils sont pas chauds, ah j'appellerai plus tard parce que là je suis sur des affaires chaudes, etc., etc. Donc en fait, vos commerciaux, ils vont perdre leur temps, ils vont avoir plus de boulot, ils vont pas se concentrer sur le bon leads, et en fait, ils vont parfois même arrêter de les appeler. Moi, je connaissais des commerciaux à un moment donné qui disaient non, mais moi j'envoie, je les appelle plus au téléphone, hein, je leur envoie un email, etc. Alors que bien entendu, c'est pas ce qu'il faut faire. Si on leur demande de contacter des bons prospects, il faut qu'ils les contactent. Alors bien entendu, c'est pas contacter tous les prospects. 99%, allez, 95% des demandes de livres blancs sur un site internet sont hors cible. C'est pas des gens qui achèteront de toute leur vie, hein. C'est des gens qui se renseignent, c'est des étudiants, etc. Et donc il faut bien distinguer dans les 95%, les 5% en plus, qui sont des gens qui sont vraiment intéressés. Et c'est là en fait que doit être mis en place toute la stratégie de lead generation, donc attirer les prospects, mais également les mettre dans un cycle de vente, hein, et leur envoyer par exemple des emails de marketing automation, etc., etc., pour les inciter à commander. Et ça, c'est vraiment le vrai travail. C'est pas de générer des leads. Il faut identifier les bons prospects, faire ce qu'on appelle du lead nurturing, donc mettre sous couveuse de prospects, et mais également appeler en fait les bons prospects. Une bonne pratique consiste en fait, lorsque vous faites de la lead generation, à faire deux choses. Vous avez donc vos formulaires, site internet, demande de livre blanc, demande de fiches produits, etc. Et vous allez en fait bien sûr noter de manière différente les différents leads. Par exemple, une personne qui fait une demande de démo, forcément vous allez l'appeler tout de suite. Une personne qui va télécharger une fiche produit, un cas client, en fait, ça, c'est des demandes qui sont vraiment proches de l'achat, puisqu'en fait, une fiche produit, c'est qu'une personne se renseigne vraiment sur la partie technique. Ça aussi, c'est des personnes qui ont un certain nombre de points et que vous allez en fait appeler. Après, par contre, vous avez des personnes qui, par exemple, assistent à un webinaire, des personnes qui téléchargent un livre blanc sur une thématique, etc., etc. Ces gens-là n'ont pas un nombre de points qui est vraiment important, et en fait, ils vont juste être mis dans le cycle de marketing automation et recevoir des
des emails supplémentaires jusqu'à ce que leurs actions, qui est d'ouvrir un email, assister à d'autres webinaires, en fait, vont augmenter leurs notes. Ça, c'est le cycle à peu près normal. Au-delà de cela, dans le B2B, ça ne suffit pas. Si on fait juste ça, en fait, on va passer à côté des affaires. Ce qu'il faut faire en même temps, c'est faire une analyse journalière, donc quotidienne en fait, des leads qui ont été générés, et les commerciaux doivent identifier les 1, 2, 3 prospects intéressants dans le lot. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une action manuelle en plus pour identifier, par exemple, un décideur dans un secteur d'activité, une entreprise avec laquelle on a envie de travailler. Et en fait, avec ces personnes-là, en fait, il y aura un travail qui doit être fait, soit en fait d'approche téléphonique si on a les coordonnées, soit de contact sur LinkedIn, soit de contact par email, parce que ces prospects-là ne doivent pas être mis sous couveuse et attendre en fait qu'ils aient un certain nombre de points pour être appelés. Ces prospects-là doivent être appelés dans la journée, parce qu'en fait, moi je dis toujours, les prospects, les leads sont une denrée périssable. Au bout de 3-4 jours, en fait, un prospect aura peut-être été contacté par un autre fournisseur, aura peut-être eu d'autres informations et il vous aura laissé de coder. Donc si vous êtes le premier à l'appeler, il y a vraiment une prime. Il y a une prime au primo contactant, on va dire, la première personne qui contacte, parce que elle va éduquer le prospect, elle va lui donner des trucs et astuces, elle va lui dire voilà, c'est comme ça que ça se passe. Elle va, si possible, mettre en avant les points positifs de la solution, etc., etc. Tandis que si vous passez après la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e personne qui l'aura contacté, qu'est-ce qui va se passer? La personne aura déjà une bonne culture, elle saura ce qui se passe, elle saura comment ça fonctionne, elle sera plutôt bon, allez, dites-moi un petit peu ce que fait votre solution, est-ce qu'elle fait ci, elle fait ça, elle sera plutôt à vous comparer par rapport aux solutions précédentes qu'avec qu'avoir un regard neuf sur ce que vous proposez. Voilà. Donc, première chose, comme je le disais, analyser un petit peu ses actions, se dire qu'on va avoir des prospects de qualité en priorité. Ensuite, analyser le cycle de vente, afin d'identifier en fait quel est, par exemple, le temps pour passer de la phase d'achat d'information à la phase d'achat. Comment les gens passent d'une étape à une autre. Est-ce qu'il y a des éléments clés? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils recherchent? Par exemple, dans le domaine du B2B, souvent, il y a l'étape du cahier des charges. Et donc, en fait, forcément, on va se dire, au lieu de passer du temps sur des actions qui sont par exemple les définitions, qu'est-ce que tel logiciel, etc., etc. On va se concentrer sur la fin de cycle de vente, où il y a une étape importante qui est le cahier des charges, la recherche des solutions, etc., etc. Et c'est là en fait qu'il faudra vraiment pousser ses efforts au départ. S'il y a des délais très très longs entre la phase d'information et l'achat, par exemple dans mon secteur d'activité ou dans le secteur d'activité du CRM, c'était le cas pendant longtemps, il y avait parfois 1 an, voire 2 ans entre quelqu'un qui s'informe, quelqu'un qui passe un appel d'offres. Et en fait, il vaut mieux prendre du temps pour travailler sur le milieu et la fin du cycle de vente que sur le début du cycle de vente, qui est l'évangélisation, qu'est-ce que c'est les solutions, etc. Il vaut mieux travailler sur du contenu et des témoignages clients ou des informations sur un secteur d'activité, etc., etc. Parce qu'en fait, vous allez capter directement les personnes qui sont sur la fin du cycle de vente. Et comme ce cycle de vente est long, il vaut mieux se concentrer au départ sur cette finalisation. Voilà. Donc, la maturité d'achat d'une personne qui ne sait pas ce que c'est, par exemple, une solution de CRM, c'est ce qui se passait dans mon ancienne entreprise, dans une ancienne vie. Ce qui se passait, c'est que les gens qui se renseignaient sur qu'est-ce qu'un CRM, à quoi ça sert, etc., c'est des gens qui étaient très, 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 très loin du cycle de vente, qui étaient souvent des étudiants, qui étaient des PME peu structurées, pas structurées, avec très peu de commerciaux, alors que une personne qui était dans notre cible avait forcément plus de 10 commerciaux, savait parfaitement ce qu'était un CRM. Donc en fait, on attire comme ça des mauvaises personnes. Alors, je dis pas que c'est inutile, mais c'est pas important au départ de concentrer ses efforts là-dessus. Tout cela, en fait, c'est pour se rappeler quel est le cycle d'achat dans le marketing de contenu. Il y a le TOFU, Top of the Funnel, c'est le début du cycle de vente avec plutôt des phrases de prise de conscience du problème, des contenus éducatifs sur un sujet, une infographie, des vidéos, des podcasts. Là, en fait, on va parler de la problématique et on va dire, comment aider les commerciaux, par exemple. On peut faire un podcast comme ça si on veut vendre un CRM, le podcast des commerciaux, comment être plus efficace, etc., etc. Et là, en fait, les gens commencent à se rendre compte que leur problème, il est là, que s'ils ne font pas les objectifs, si leur équipe commerciale n'est pas super performante,
finalement, c'est parce qu'ils n'ont pas de CRM. Donc, c'est un contenu négatif, pas sur le produit, pas sur le CRM, mais sur le problématique, le secteur d'activité, etc. Ensuite, il y a le MOFU, Middle of the Funnel. C'est la phase plutôt d'évaluation des différentes solutions. Donc une personne, elle a déjà une petite idée qu'il y a un problème, elle sait qu'il y a des solutions qui existent, mais elle est plutôt en phase d'évaluation. Un peu, est-ce que c'est vraiment utile un CRM, par exemple, un livre blanc sur les meilleures les solutions de CRM, un webinaire sur comment mettre en place un CRM, tous ces trucs-là où en fait la personne elle est dans cette phase un petit peu d'information, elle commence à être sensibilisée, elle sait qu'elle a un problème, mais elle n'est pas encore prête à l'action. Et elle se renseigne vraiment sur est-ce que c'est utile, etc. pour ensuite aller convaincre souvent un manager, un boss, et donc elle rassemble un peu des informations, elle s'acculture là-dessus. Et à la fin, il y a le bottom of the funnel, la fin du cycle de vente, le BOFU. Et en fait là, on est vraiment dans la recherche d'informations sur quel est les bons acteurs. On veut pas se tromper. Quelle est la bonne décision? Si on met en place un projet, on cherche des informations sur comment gérer un projet, comment mettre en place, comment faire des comparatifs, quels sont les meilleurs produits, des témoignages clients, des fiches produits, des webinaires, des checklists, des outils de calcul ROI, des vidéos de démonstration. Là, la personne, elle est véritablement là-dessus. Elle est plus dans cet aspect au départ dans le tofu, top of the funnel, où elle a un problème, elle se renseigne sur comment gérer une activité commerciale, gérer des commerciaux, etc., piloter une activité. Non, elle est vraiment dans cet aspect, faut que je fasse le bon choix, faut que je m'enseigne et je vois ces différentes solutions si elles me conviennent. Voilà. Donc ça, c'est important de faire ça. Et puis après, de manière opérationnelle, quand vous savez en fait quelles sont ces différentes phases, vous allez vous dire qu'est-ce que les gens vont chercher à ces différentes phases. Par exemple, si on revient sur mon domaine du CRM, le TOFU, le top of the funnel, où les gens arrivent dans le tunnel, c'est par exemple qu'est-ce qu'un CRM, quelle est la définition du CRM, comment prospecter, comment manager une équipe commerciale, quels sont les KPI, les tableaux de bord, comment devenir un bon directeur commercial, être nommé directeur commercial, prendre un poste de directeur commercial. Vous voyez là-dessus, on est comment manager une équipe commerciale, comment fixer des objectifs, comment faire maturer et avancer ses affaires. Voilà, on est vraiment là-dessus, on est sur cette problématique. Après, en fait, quand on est plutôt sur la fin du cycle de vente, comme je disais, on va plutôt se concentrer sur des contenus et des articles de blog qui vont être comparatifs des CRM, prix d'un CRM, les alternatives A, modèle de cahier des charges, etc., etc. Et entre les deux, vous avez des gens qui disent prospecter plus efficacement, conseil de prospection, organiser une équipe commerciale, à quoi sert un CRM, quels sont l'attrait d'un CRM dans une entreprise, quand est-ce que c'est utile. Vous voyez tous ces trucs-là où on est vraiment au milieu du gué. Ensuite, là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est lorsqu'on travaille comme ça sur la lead generation, il faut pas se concentrer uniquement sur l'inbound marketing, c'est-à-dire la création de contenu. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que lead generation, c'est principalement de la création de contenu, en particulier dans le B2B, c'est faux. C'est faux pourquoi parce qu'en fait, déjà, c'est difficile d'être visible en référencement naturel sur beaucoup de termes. Souvent, c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence, etc., etc. C'est long. Pour apparaître sur les bons mots-clés, c'est compliqué, etc. Surtout dans des secteurs où c'est très concurrentiel. Donc, en fait, c'est une stratégie qui est plutôt sur le long terme. Où on va viser sur un grand nombre de mots-clés ou alors une sélection de mots-clés, en tout cas. Et en fait, ça met beaucoup de temps. Et en fait, ça permet certes de construire une notoriété d'expert, de cumuler du trafic sur le long terme, de payer moins cher à long terme, de choisir ses mots-clés, etc., etc. Mais en fait, le problématique, c'est que on n'apparaîtra jamais premier sur des mots-clés essentiels. On n'apparaîtra jamais premier sur les marques et les mots-clés de ses concurrents. On sera jamais positionné avec une visibilité qui va être exactement les mots-clés en mettant en avant ses argumentaires. Donc en fait, la publicité, Google Ads en particulier, est vraiment essentielle parce qu'elle va être complémentaire à la stratégie de contenu marketing. Contenu marketing va permettre de pousser sur des thématiques, etc., etc. Et la publicité Google Ads va permettre d'être visible directement sur ces mots-clés avec l'annonce qu'on souhaite. Donc voilà. Donc c'est vraiment important de savoir ça, c'est que les deux sont complémentaires et vous devez absolument avoir les deux. Sachant que le PPC, c'est-à-dire la publicité, pay-per-click, il faut pas forcément non plus idéal parce que ça coûte cher, on a vraiment une grosse dépense financière, en fait il faut travailler bien sa conversion, il y a de la fraude au clic, il y a ses concurrents qui cliquent, donc en fait ça nécessite quand même d'avoir un budget et de bien maîtriser ça. C'est pour ça que souvent en fait de plus en plus il y a des agences qui sont spécialisées dans la génération de leads et même des profils
spécialisés là-dessus, parfois ça vaut le coup en fait de passer par une agence qui va vous aider dans les publicités Google Ads en particulier, parce que avoir des publicités rentables, sincèrement, c'est compliqué. Il faut investir de l'argent, et si vous n'avez pas un minimum de 1000 euros par mois à dépenser dans votre publicité Google Ads, bah, vous aurez des difficultés à avoir des résultats, parce que bah, c'est pas évident de trouver les bons mots-clés, trouver les bonnes copies, etc., etc. Voilà. Donc les deux vraiment sont intéressants, sachant qu'il y a un troisième aussi un troisième levier qui doit être utilisé, c'est l'influence, les influenceurs, parce qu'en fait, tout simplement, bah, vous avez certes Google, vous avez certes les publicités, mais en plus, il y a tout ce qui est le réseau d'influence, c'est-à-dire que si vous arrivez à mettre en place des partenariats, de l'affiliation avec des personnes qui ont accès à votre cible potentielle, eh ben vous allez avoir comme ça un nouveau canal publicitaire, surtout si vous faites pas juste un coup. C'est-à-dire un coup, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez demander à un influenceur ou une influenceuse de parler de vos produits, etc. Ben, ça fera juste un effet une fois. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un partenariat sur le long terme. Par exemple, de la publication de contenu sur un blog, ou alors une personne qui va parler plusieurs fois de vos contenus sur des posts LinkedIn, ou alors un programme d'affiliation où la personne, quand elle parle du produit, elle va recommander vos produits. Ça peut être également des prescripteurs, par exemple des formateurs, des personnes qui sont coachs, etc. Bah, vous pouvez leur dire, tiens, je t'offre le produit, ou j'offre un produit, un programme d'affiliation et tu touches un pourcentage, etc. Et là, en fait, c'est plus intéressant que ces actions one shot, parce que vous allez pouvoir assurer une génération de leads sur le long terme. Donc en fait, les deux sont complémentaires. Il y a un petit exemple simple à voir, hein, c'est que c'est pas forcément moins cher de faire la génération de leads via du content marketing, via des articles de blog, etc., ou des contenus partagés sur LinkedIn, etc., parce que tout simplement le ROI n'est pas le même. Par exemple, ces actions de content marketing, hein, de contenu peuvent générer souvent beaucoup plus de formulaires. Par exemple, on va dire que vous générez 200 formulaires par mois grâce au content marketing pour un coût de 2500 € avec des coûts de rédaction, d'achat de liens, etc. Donc ça vous fait un coût d'achat, enfin de revient plutôt de 12,50 € le leads. Donc là, je fais pas de calcul sur qu'est-ce qui est rentable ou pas, parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure que sur les 200 formulaires, généralement, vous avez 90%, 95% qui sont hors cible, mais bon, partons là-dessus. 12,50 € le leads avec tout ce qui est inbound marketing. Ensuite, le PPC, là, vous avez souvent beaucoup moins de volume, mais vous avez un coût qui est beaucoup plus important. Par exemple, pour 50 formulaires, vous en aurez, je dis n'importe quoi, mais imaginons que vous ayez pour 1500 € de budget PPC. Donc, en fait, ça vous fait un coût de 30 € le leads. Et donc, en fait, là, vous avez des leads souvent de meilleure qualité, mais moins nombreux. Et donc, à ce moment-là, vous arrivez à un coût moyen de 16 €, puisque vous avez un budget total de 4000 €. Vous avez généré 250 leads. Donc là, vous avez votre coût moyen de 16 €. Voilà. Bon, ça, c'est un premier niveau, hein, bien sûr, d'évaluation. N'oubliez pas, bien sûr, de toujours analyser la qualité des leads, non pas sur le volume généré, mais sur justement les affaires qui ont été signées. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer par canaux ce qu'on appelle les leads. Les leads, c'est les prospects directs qu'on a générés, les formulaires qu'on a générés. Et ensuite, il y a le marketing qualified lead, c'est-à-dire le lead qui a été qualifié comme dans la cible par le marketing. Typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les gens qui ont téléchargé, par exemple, un cas client. C'est les gens qui ont cliqué sur le bouton demande de démo. C'est les gens qui ont cliqué sur une publicité Google Ads et qui ont ensuite atterri sur le site pour une demande de démo. Ça, c'est des prospects qualifiés. C'est aussi, par exemple, la cellule de business development qui va identifier dans les leads qui ont téléchargé le livre blanc, tiens, un profil intéressant. Ça, c'est des marketing qualified leads. C'est des gens qui ont un potentiel d'achat. Et ensuite, vous avez les Sales Qualified Leads. C'est une fois que ce Marketing Qualified Leads a été identifié, et tout simplement, c'est dire, est-ce qu'il y a un potentiel derrière? Et s'il y a un potentiel, à ce moment-là, oui, il y a un potentiel. Et donc là, on peut se dire, voilà, c'est quelqu'un qui a fait une demande de démo et qui est dans la cible. Donc là, c'est bon. Et donc, en fait, on peut voir qui était à l'origine, quel canal. Et à la fin, vous avez l'étape ultime qui est l'opportunité de vente, enfin l'affaire, l'opportunité signée. Et là, en fait, vous allez pouvoir déterminer sur toutes les opportunités de vente signées
quelles ont été les origines, quels ont été les canaux. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est rentable. Par exemple, on peut se dire, bah tiens, ouais, je fais du PPC, donc la pub, je fais du référencement, mais en même temps aussi, par exemple, je travaille avec des apporteurs d'affaires, je travaille sur des salons, et finalement, ça peut être le salon qui a rapporté de l'argent le plus par rapport aux autres actions. Parce qu'il y a eu peut-être 20 leads, mais sur les 20 leads, en fait, il y a eu, par exemple, je sais pas, 2 dossiers, et sur ces 2 dossiers, ça a représenté un montant de chiffre d'affaires tellement important que c'est beaucoup plus rentable que tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie globale. Maintenant, on va voir la partie 1, qui sont en fait les piliers d'une bonne génération de leads. Alors, comme je vous le disais, au départ, avant de vouloir augmenter le nombre de leads générés, il faut déjà mettre en place les fondamentaux d'une bonne stratégie de lead génération. Donc la première chose, c'est analyser déjà ce qui marche ou pas. Ça, c'est vraiment important parce que si vous générez du trafic sur le site web, sur une landing page, mais si les gens ils repartent aussitôt, ça ne sert à rien. Si vous faites de la publicité, si les gens restent 2 secondes et repartent, c'est que il y a peut-être un souci. Ça peut être sur le ciblage, les mots, de la publicité, ça peut être sur la landing page qui est pas bonne. Donc en fait, vous faites une analyse classique, j'en ai déjà parlé 1000 fois, l'analyse AARRR, donc de Growth Hacking, qui permet de voir l'activation, l'acquisition, la rétention, la recommandation et les revenus, et voir en fait où on peut agir. J'en ai déjà parlé, vous pourrez retrouver sur mon site, hein, si vous tapez AR sur conseil marketing, et en fait vous verrez cette stratégie-là. J'ai même mis dans l'article, hein, si vous tapez lead génération, Growth Hacking, conseil marketing, vous verrez en fait, j'ai mis un Google Sheets, un fichier Excel en fait en ligne où vous pourrez voir comment on fait une analyse de son activité. Le but c'est vraiment voir les points forts, les points faibles et où porter son attention en priorité. Pour faire cette analyse, il faut bien sûr mesurer. Et pour mesurer, bien sûr, il faut utiliser des URL uniques avec des URL différentes selon les campagnes. Donc pour ça, vous avez Google URL Generator qui existe. Et donc vous allez pouvoir identifier d'où viennent vos prospects. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à mettre un petit raccourcisseur d'URL pour savoir le nombre de personnes qui ont cliqué, etc. Et c'est des liens plus courts. Mettez en place le Google Tag Manager qui permet de savoir d'où viennent les gens et qu'est-ce qu'ils convertissent. Faites de la p-testing pour voir ce qui marche le plus entre un titre d'emailing, une landing page, etc. Lorsque vous mettez en place une landing page, faites du mouse tracking. Le mouse tracking, qu'est-ce que c'est? C'est un outil comme Hotjar qui permet de voir ce que font les gens sur la page. Et bien entendu, faites votre reporting des affaires générées et d'où ça vient. Voilà, donc ça c'est les basiques. Deuxième chose, mettez en place un système de suivi dans le temps des prospects. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, les prospects en fait ne commandent pas souvent en fait directement et il faut réchauffer ces leads au bout d'un certain temps. Donc mettez en place un CRM. Donc je vous ai déjà mis une petite liste de 13 CRM pour les PME et vous allez pouvoir loguer les interactions clients, voir d'où viennent les campagnes marketing, etc. Faites des landing pages dédiées pour les offres et les produits les plus importants. Ça c'est essentiel. Mettez en place une équipe dédiée pour la prospection. En B2B, souvent, traditionnellement, on avait une équipe de commerciaux qui étaient des commerciaux grands comptes et qui géraient les leads. Le problème, c'est que ces commerciaux-là, en fait, généralement, ils ont un profil plutôt de gestionnaire de compte, ils répondent à des appels d'offres et appeler les prospects, après des prospects froids, aller chercher du lead sur LinkedIn, aller faire de la qualif au téléphone, ça leur plaît pas. Et c'est vrai que c'est un vrai métier à part parce qu'eux, ils préfèrent se concentrer sur les affaires qu'ils vont signer, travailler sur ce qui est des prospects chauds, alors que il faut parfois discuter longuement avec des clients au téléphone, il faut liker leurs publications sur LinkedIn, il faut créer du lien, et c'est pour ça qu'il faut avoir une équipe de prospection qui n'est pas payée sur le chiffre d'affaires, mais qui est bien payée sur son activité, sur les rendez-vous qui ont été effectués. Voilà. Être rapide sur la qualification des leads, j'en ai déjà parlé, et bien entendu faire du